16 août 2021, C8, Canal 8, une chaîne du groupe Canal Plus, qui est lui-même une filiale du groupe Vivendi, qui a construit sa richesse en privatisant la distribution de l'eau, devenue depuis une multinationale de la communication et des médias, contrôlée par le groupe Bolloré du milliardaire éponyme, du milliardaire Yannick Bolloré, c'est lui qui est à la tête en ce moment de l'Empire Bolloré, né en 1980, qui est le fils de Vincent, dont il ne s'est jamais émancipé en réalité. C'est effectivement un pur fils à papa, né une cuillère d'argent dans le bec, chantre de l'ultralibéralisme béat, et qui notamment ont un empire financier en Afrique, et c'est pas pour le meilleur. Alors, chaîne de télé généraliste française, anciennement D8, Direct 8, eh bien C8 s'approche de ce que l'on peut communément appeler de la télé-poubelle, avec des émissions telles que Touche pas à mon poste ou Balance ton poste, et des animateurs bouffons tels que Cyril Hanouna, Nolo, Patrick Sébastien. Alors c'est du divertissement bas de gamme, des propos outranciers, caricaturaux, des indiscrétions malveillantes, des potins mondains. C'est à peu près la somme de ce que l'on peut y voir ou pas. Ou pas, car ce 16 août, un seuil supplémentaire de la vulgarité est franchi encore. À l'instar de la banalité du mal de Hannah Arendt, C8 instaure désormais la banalité du mensonge en programmant à une heure de grande écoute le film Unplanned, un film de propagande anti-avortement, sans aucune mise en contexte, ni distance critique. Alors pour Véronique Seyé, qui est la responsable des questions internationales au planning familial français, je la cite, c'est un film de propagande, un film manipulateur qui s'appuie sur une histoire vraie, mais en montrant des contre-vérités scientifiques. Je pense qu'il faut mettre en garde les téléspectateurs sur le contexte dans lequel ce film a été produit, comment il a été fait, pourquoi il a été fait et par qui il a été fait. Fin de citation. Alors voilà, ces petites informations-là, on va les donner. C'est un film américain sorti en 2019, écrit et réalisé par Carrie Solomon et Chuck Konzelman. Alors Unplanned, ça n'est pas un documentaire, c'est une fiction basée sur une histoire vraie, celle d'Abby Johnson, qui elle-même est une militante, enfin on va voir ça. Donc il raconte son histoire, elle qui commence par être bénévole, puis finit directrice au planning familial américain, et qui devient par la suite militante anti-avortement. Alors, Unplanned est financé à 100% par l'église évangéliste protestante pour un budget de 6 millions de dollars. Il sort en salle en mars 2019. Il est distribué par une maison de production évangélique qui s'appelle Pureflix. Le film a rapporté 21 millions de dollars dans le monde. Il est l'objet de nombreuses controverses et oppositions par les médecins et le planning familial. En France, le film est distribué par Sage Distribution, qui est spécialisé dans les films d'inspiration chrétienne. Alors on peut dire que c'est un tract contre l'avortement. Ce long métrage démarre comme un clip publicitaire pour l'église évangélique. Donc on y voit une famille pieuse, heureuse, dans un foyer confortable, dans une communauté homogène, blanche, privilégiée, complètement hors sol, complètement hors de la réalité. Des propos sont détournés, biaisés, voire mensongers concernant notamment le planning familial et l'avortement. Des situations occultées. Des situations sont occultées, une absence de contradiction sérieuse. On y fait passer le planning familial pour une organisation dont le seul objectif est de pratiquer un maximum d'avortements afin d'encaisser le plus d'argent possible. Également l'avortement, on le fait passer pour un acte barbare, sanguinaire, dont les employés du planning minimiseraient l'importance. Pour en terminer, Abby Johnson a donc 7 enfants et elle travaille pour une organisation catholique, détail qui n'est pas précisé dans Unplanned. Alors nous tenons à dénoncer cette programmation de C8 et invitons le plus grand nombre à consulter plusieurs des sites, en tout cas de grand intérêt en la matière. Parmi ces sites-là, on aimerait mentionner l'International Planned Parenthood Federation, donc la Fédération internationale pour la planification familiale, qui est une organisation non gouvernementale mondiale, dont les objectifs généraux sont de promouvoir la santé sexuelle et reproductive et de défendre le droit des individus à faire leurs propres choix en matière de planification familiale. Le site internet, c'est www.ippf.org. Il contient notamment la Déclaration des droits sexuels. C'est un document extrêmement important et central. Également l'unité de santé sexuelle et planning familial, USSPF, au HUG, ou UG à Genève, qui est donc un service public gratuit et confidentiel,
qui offre une information et un accompagnement, une orientation sur toutes les questions relatives aux différentes étapes de la vie relationnelle, sexuelle et reproductive. L'unité contribue à promouvoir la qualité de vie et la santé des individus, des couples et des familles et travaille en réseau avec différents partenaires des domaines privés et publics. Elle promeut également la santé sexuelle auprès de toute personne, quel que soit leur âge, culture, religion, orientation sexuelle. Une attention particulière est donnée aux adolescentes et adolescents, migrantes et migrants, personnes en situation de fragilité psychosociale ou vivant une crise liée à une étape de vie sexuelle ou procréative. Et le site internet, c'est www.hug.ch/santé-sexuelle-et-planning-familial. Bien entendu que ces infos et ces liens seront mis au libellé du podcast, il suffira de cliquer dessus. 2 peut-être sites encore à Genève dont on sait qu'ils sont actifs en la matière. C'est F Information avec la bibliothèque filigrane, donc www.f-information.org et bien entendu Viol Secours, www.viol-secours.ch. Viol Secours offre aide et soutien à toute personne se retrouvant dans l'identité femme, aux personnes trans, non-binaires et intersexes dès l'âge de 16 ans, indépendamment de leur sexualité et de leur statut légal, ayant vécu une ou des agressions sexistes et sexuelles. Voilà, j'ai terminé pour cette longue introduction. Je suis désolé. Bonjour Vénère. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup de prendre un petit peu de temps. Il est tard ce soir et puis on a décidé vraiment à brûle-pourpoint de faire quelque chose même de symbolique pour, opposer un contre-feu d'une certaine manière à la diffusion de ce documentaire. Et on s'est dit que ce qui serait intéressant, ce serait plutôt que de s'arrêter aux griefs qui sont portés contre ce film, de donner la parole au principal concerné, dont tu es. Et donc voilà, ce soir, on va un petit peu parler de la contraception par une forme de témoignage qui sera le tien, sans que l'on ait préparé plus que ça l'émission. Donc vraiment, ce soir, c'est une réaction un petit peu épidermique que l'on a. Et bien entendu qu'on reviendra là-dessus plus loin et de manière plus étoffée, bien entendu. Alors Caro et moi allons te questionner et surtout t'écouter. Voilà, donc la première question, ce serait de nous dire, voudrais-tu nous dire quelques mots de ton parcours et de la manière dont tu envisages la contraception? Ouais. Juste pour dire que j'ai jamais été confrontée à une grossesse quelconque, donc du coup, je peux pas m'exprimer là-dessus. Donc je suis pas la personne non plus la plus proche du sujet relié à l'avortement parce que j'ai jamais vécu j'ai jamais vécu ça vraiment spécifiquement, de me rendre compte que j'étais enceinte et qu'il fallait que je fasse quelque chose par rapport à ça. Mais évidemment, je reste une femme et du coup, je suis quand même touchée par le fait de pouvoir potentiellement tomber enceinte. Et donc, du coup, la contraception, ça a été quand même quelque chose de très présent dans ma tête et du coup, une charge mentale. J'ai pris la pilule, je crois, comme première... attendez, non, d'abord, j'ai pris l'anneau. Donc, la première contraception que j'ai prise, c'était l'anneau vaginal, donc qui est placé dans le vagin et puis qui est censé fonctionner comme ça. Et puis, je me rappelle que j'arrivais pas à le garder bien en place. C'était super chiant parce que ça tombait, ça marchait pas bien. Et du coup, j'étais allée voir un gynéco et je lui ai dit que j'étais pas sûre que c'était bien pour moi. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'il a vraiment essayé de me le placer au bon endroit parce qu'il me disait que du coup, il n'était pas mis assez profond et il m'a vraiment... j'ai eu l'impression d'être un peu une vache, quoi. Genre, il a vraiment bourriné pour voir comment ça pouvait tenir. Et après, il m'a fait, bah non, en fait, ça tient pas, donc voilà. Et ensuite, il m'a dit, bah, on n'a qu'à faire une pilule. Et il m'a regardé et il m'a fait, je vous donne une pilule qui aide avec l'acné, hein. Et voilà, donc ensuite j'étais sous la pilule et au début je me disais que ça me faisait rien. Donc j'étais un petit peu, je pense que c'est de la misogynie internalisée aussi, mais j'étais un peu en train de dénigrer les femmes à qui ça fait quelque chose, je pense, parce que dans un sens je me disais, moi je suis différente, moi ça m'affecte pas la pilule et puis c'est que dans leur tête et c'est pas vrai, enfin il y a pas de preuve que ça a des effets secondaires, quoi. Donc du coup je la prenais en me disant que ça me faisait pas grand-chose. Puis en fait, au bout d'un moment, je me sentais, je sais pas, je me sentais mal en fait, un peu genre dans ma peau.
Mais enfin de nouveau on sait pas vraiment si c'est relié à ça. En vrai ça pourrait enfin je pense qu'il y a des femmes pour qui c'est très concrètement relié à ça et c'est sûr que ça a des impacts vu que ça change enfin notre système hormonal est affecté. euh, mais pour mon cas je sais pas vraiment si c'était ça ou pas, mais c'est égal. Enfin je me suis juste dit en fait je vais arrêter, mais je l'ai prise, je pense, pendant, je sais plus combien de mois, pas tant que ça non plus, mais voilà, évidemment, c'est une charge mentale de devoir la prendre tous les jours et de devoir y penser, de devoir mettre une alarme, et surtout de se dire que son conjoint enfin, partage absolument pas cette charge mentale du tout, en fait. Du coup, j'ai arrêté de la prendre en me disant que peut-être que j'étais affectée par ça spécifiquement. Et ensuite, je crois que j'ai juste, enfin, j'utilisais le préservatif, mais j'ai déjà eu des problèmes avec ça, comme beaucoup de personnes. Donc, ça m'est arrivé 2 fois de devoir prendre la pilule du lendemain. Et la première fois que ça m'est arrivé, c'était justement en Suisse, à Genève. Et enfin voilà, j'ai dû aller dans une pharmacie et ça a coûté genre hyper cher. Je sais plus si c'était enfin en 30 et 50 francs, je me rappelle plus. Et le mec en question était là avec moi. Et puis en fait, il y a toute une dimension hyper oppressante de la situation où du coup le mec est là et il y a cette idée qu'il faut que ce soit lui qui paye, enfin, ou au moins la moitié, et ce que je trouve complètement normal aussi. Mais en fait, quand j'y repense maintenant, je trouve ça un peu, entre guillemets, dégueu, le fait que du coup, le mec était avec moi, et quand je suis allée vers enfin, vers la personne qui était à la caisse, et que j'ai expliqué ma situation, ben, en fait, eux, ils vont voir ce gars et être là, genre, ah, c'est lui. Enfin, c'est lui qui a fait ça. Enfin, je sais pas, il y avait une dimension un peu dérangeante rien que par rapport à ça, où j'étais un peu mal à l'aise, parce que de nouveau, c'est genre lui, l'homme dominant, qui m'a, entre guillemets, engrossé sans faire exprès, enfin potentiellement engrossé sans faire exprès, enfin bref. Et du coup, ils m'ont dit de venir dans une pièce à l'arrière de la pharmacie. C'était genre hyper... Enfin, c'était assez angoissant. Et ils m'ont dit il fallait que je prenne la pilule devant eux. Donc ils l'ont mise dans leur... Enfin, elle a mis la pilule dans sa main et un verre d'eau dans l'autre. Elle m'a listé tous les effets secondaires. Et voilà. Et ensuite, j'ai dû prendre la pilule devant elle. Sachant que les effets secondaires, c'est en mode tu vas vomir pendant une semaine, tu auras une migraine, tu seras cloué au lit et tout ça. Et du coup, ça aussi, c'était un peu... Enfin, il y avait pas mal de pression, du coup, le fait que je devais le prendre devant quelqu'un dans une pièce à l'arrière d'une pharmacie. Et puis aussi les répercussions de... Je sais pas, si je la prends pas, il y a ce mec aussi qui est en train de m'attendre devant... Enfin bref. Après, j'avais envie d'apprendre, moi, mais effectivement, les effets secondaires et de devoir l'apprendre comme ça, à un moment spécifique, c'était un petit peu stressant. Puis la deuxième fois que j'ai dû la prendre, non, oui, 3 fois en fait. La deuxième fois que j'ai dû la prendre, c'était très différent et c'était super cool du coup, enfin parce que je sais qu'il y a aussi le planning familial, donc c'est pas forcé que ça se passe comme ça. Donc voilà, c'est juste que à la pharmacie ça se passe comme ça. Et du coup, à la pharmacie des Royaumes-Unis, ça se passe très différemment parce que du coup, j'étais allée là-bas à l'aéroport en plus de la pharmacie et c'était hyper cool. Donc, c'était gratuit. Donc, en fait, c'est gratuit dans n'importe quelle pharmacie là-bas si ben on est résident là-bas ou qu'on a justement, enfin qu'on est avec NHS qui est leur système de santé là-bas. Et en fait, elle fait juste signer un truc, enfin elle nous fait juste lire un truc et signer quelque chose pour être sûr qu'on n'a pas pris trop récemment et pour être sûr que c'est ok niveau santé et que ça va pas être détrimental. Et ensuite, elle m'a donné la pilule et moi je voulais payer. Elle m'a dit non non c'est gratuit mon Dieu et tout. Puis elle m'a juste donné le paquet et je pouvais décider moi quand je pouvais le prendre. Du coup, j'ai pu me poser tranquillement, etc. Aussi lire dans mon propre temps les effets secondaires. Enfin, du coup, c'était beaucoup mieux en fait. Je l'ai beaucoup mieux vécu. Ces 2 fois-là, j'ai pas eu d'effets secondaires, donc voilà. Et la troisième fois que je l'ai prise, c'était dans un autre contexte enfin, assez spécifique, mais voilà. Et en fait, finalement, je l'avais prise et là, j'avais eu des effets secondaires, genre j'avais la nausée et tout. Mais voilà, ça va. Et après la pilule, après j'avais une autre relation et je me disais, je vais faire de la contraception. Et en fait, c'était une discussion dans notre relation où en fait, justement, j'ai l'impression que le poids que c'est et à quel point c'est quelque chose de quand même conséquent était pas du tout pris en compte, en fait. C'était un peu en mode, bah oui, enfin, c'est de la contraception et genre, enfin, il y avait quand même de la bienveillance de est-ce que t'es sûr que tu veux faire ça et tout ça. Mais enfin voilà, et je pense que moi aussi j'ai beaucoup minimisé ce que c'était parce que de nouveau la société dans laquelle on vit, elle fait ça, elle fait exprès de minimiser ce que c'est la contraception pour les femmes et de dire que c'est quelque chose de très chill entre guillemets
et que voilà quoi. Je veux dire, d'ailleurs, on le sait très bien vu que la pilule elle est prescrite à des ados juste pour leur acné, ça n'a rien à voir avec leur activité sexuelle et pourtant c'est quand même quelque chose qui change, comme j'ai dit, les hormones, donc c'est quand même conséquent comme changement. Et d'ailleurs, il y a plein de femmes qui sous la pilule pendant des années, 10 ans, et après elles arrêtent la pilule et en fait elles sont tellement choquées de voir comment ça les a affectées et de voir le changement qui se passe dans leur corps et voilà. Et du coup, j'étais allée pour me faire mettre le stérilet. Et du coup, j'avais choisi celui en cuivre qui, du coup, a pas d'hormones parce que je voulais prendre le truc le plus natural, entre guillemets. Je me disais, j'ai pas envie justement d'avoir quelque chose qui va m'impacter hormonalement, mais donc je vais faire le stérilet en cuivre. Mais évidemment, il y a quand même des effets secondaires parce que ça n'existe pas, qu'il n'y en ait pas. Et les effets secondaires, c'est les règles hyper douloureuses. Enfin voilà, je connais quelqu'un aussi qui a ça et qui vraiment a des règles tellement plus longues, genre de 10 jours, enfin des trucs hyper intenses où ça saigne abondamment et tout ça. Donc il y a quand même des effets secondaires. Mais je me disais que ça vaut la peine et voilà, de nouveau, parce qu'on m'a aussi sensibilisée à penser que ça en vaut la peine et à pas vraiment voir ça comme un big deal. Et de nouveau, j'ai eu cette même réaction de misogynie internalisée. En fait, j'ai lu en ligne ce que ça disait. Et d'ailleurs, c'était super intriguant parce que dans les forums où les femmes témoignaient, c'était toujours écrit que c'était douloureux. Enfin, presque toutes les femmes étaient là, genre, franchement, ça fait mal. Mais dans les sites qui décrivaient ce que c'était, genre les sites un peu de médecine, ça disait vraiment la pose indolore du stérilet. Enfin, ça en parlait comme si ça faisait pas vraiment mal. Et du coup, moi, je me suis dit, ben voilà, enfin voilà, je me suis dit, ok, bah c'est les femmes qui exagèrent et qui ont genre mal et tout. Mais c'est pas censé faire mal. Et du coup, bah, c'est vrai que j'y suis allée en me disant, bah, ça fera probablement un petit peu mal, mais genre voilà quoi. Et du coup, assez chill, j'y vais, etc. Et bon, pour le coup, j'ai une gynéco super cool, donc il n'y a pas de problème avec elle. Mais en fait, ça, a, je pense, réellement traumatisé mon corps. Genre, sans déconner, le fait d'avoir quelque chose mis dans son utérus comme ça, c'est hyper intrusif et hyper violent. Et du coup, je l'ai très, très mal vécu. Mais vu que je suis quelqu'un qui a beaucoup de peine à partager ma vulnérabilité et à montrer que je vais mal ou à dire que j'ai besoin d'aide, et ben j'ai vraiment joué l'acte de genre ah non ça va ça. Enfin voilà, je pense pas que ça s'est vu que ça m'a fait autant mal. Et puis après coup, elle me disait enfin vous voulez pas vous poser un petit moment, boire un verre d'eau, etc. Et moi je disais non non c'est bon, tout va bien. De nouveau dans l'idée de genre moi je suis pas comme ces femmes qui s'évanouissent quoi. Et du coup, après, je suis partie et en fait, j'étais hyper mal. Donc, du coup, j'étais au bord de l'évanouissement, franchement, dans le bus. Et en fait, j'étais tellement mal que je suis sortie du bus et j'ai appelé ma sœur et je lui ai dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, venir me chercher? Et j'étais assise, genre, sur des marches d'escalier en plein soleil en train d'attendre ma sœur et franchement, j'étais hyper mal. Et j'avais essayé de contacter aussi, du coup, mon partenaire à ce moment-là pendant tout le matin pour lui raconter. Enfin, puis là, j'avais fait plein d'audios pour lui dire que j'étais trop mal, que c'était hyper dur, enfin, que vraiment, genre, c'était compliqué. Et du coup, ma sœur, elle est venue me chercher. Et en fait, bah, donc ça, c'était un matin. Je me suis fait mettre le stérilet le matin. Et en fait, le soir même, mon partenaire m'a quitté. Enfin voilà, le soir même où je me suis fait mettre le stérilet, je me suis fait quitter. Et du coup, c'était hyper violent. Et en fait aussi, il y a des douleurs reliées au stérilet où en fait c'est un peu comme un tiraillement intérieur. Et du coup, le tiraillement, ça prend du temps en fait pour qu'il parte. Il y a des femmes pour qui ça prend un mois avant que le tiraillement il parte. Donc en fait, c'est vraiment par vague. Donc t'es comme ça en train de vivre ta vie et tout va bien, un peu comme les règles quoi. Et puis d'un coup, il y a un tiraillement interne genre douloureux et puis il faut juste l'ignorer et puis parler, enfin vivre sa vie. Puis du coup, moi, en plus, c'était relié à ma rupture, donc pour le coup, c'était réellement une expérience traumatisante. Donc, je suis allée le faire retirer la semaine d'après, en fait. J'étais là, j'ai vraiment fait un sorte de choix de genre, je vais pas être un objet qui est dans l'attente de peut-être coucher avec un homme et du coup, je vais garder un truc qui en fait est pas, enfin qui en fait me fait du mal au fond. Et quand j'ai appelé, c'est la secrétaire qui a répondu et justement elle m'a dit, enfin quand je lui ai dit je veux l'enlever, je me suis fait quitter, etc. Elle m'a dit mais, enfin elle m'a dit ça, elle m'a dit mais on sait jamais, gardez-le, enfin vous savez jamais s'il y aura ben, quelqu'un d'autre. Et là ça m'a vraiment frappé à quel point c'est vraiment attendu des femmes de ben ouais, enfin tu fais un truc qui est pas très confortable mais c'est pas non plus si grave que ça, hein. Et en fait t'es là pour enfin voilà quoi, ça arrange tout le monde si tu prends ta contraception et puis peut-être il y aura un gars, peut-être pas, mais toi tu la prends quand même et puis on verra.
Et Ouais. du coup, j'ai dit non, enfin, j'ai dit non, non, je vais l'enlever. Et du coup, bah, une semaine après l'avoir mis, je l'ai enlevé. Donc voilà. Et je suis très contente de l'avoir enlevé. Et maintenant, du coup, j'ai un positionnement assez, assez radical là-dessus que, en fait, je pense que le préservatif, c'est clairement la meilleure façon d'avoir une conception si on veut coucher avec des hommes et qu'il faut arrêter de normaliser enfin à quel point c'est enfin la contraception pour les femmes. Après, ça a aussi été une grosse libération pour les femmes de pouvoir avoir la contraception. Donc bien sûr, jamais enfin je vais jamais dire à une femme il faut pas que tu prennes la contraception, mais en fait, je pense qu'il me dérange réellement c'est la minimisation des conséquences que ça a et en fait que c'est attendu des femmes. Je trouve ça hyper chiant. Mm. Et en fait, il y a aussi des solutions pour les hommes enfin, on n'en parle jamais en fait, mais il y en a. Et j'ai un ami d'ailleurs qui est sous contraception pour hommes, donc c'est faisable. Il est en train de le faire et voilà. Évidemment, c'est pareil. En fait, il y a des effets secondaires et des aspects qui sont inconfortables. Mais en fait, exactement tout comme nous. Mais c'est juste qu'on est tellement mal à l'aise à l'idée qu'un homme puisse se mettre dans cette position et souffrir pour ça, que c'est pas quelque chose que les gens veulent explorer et veulent discuter, mais du coup il le fait. Donc c'est une méthode où il faut genre je suis pas sûre exactement, mais je crois qu'il faut faire il faut mettre une sorte de couche qui chauffe les spermatozoïdes et du coup qui les rende entre guillemets incapables de d'ensuite pouvoir créer un fœtus et puis du coup remonter ses couilles à l'intérieur, enfin en haut Mhm. pendant plusieurs heures par jour ou par nuit, enfin voilà. Et du coup bah lui il fait ça. C'est comme enfin voilà, c'est pas forcément toujours agréable, mais franchement il a dit c'est hyper ça va, c'est assez chill. Ouais. Et en fait, de nouveau, c'est aussi enfin, de nouveau, moi, je trouve que c'est normal parce que les femmes, elles ont aussi tellement d'autres charges mentales. Donc, enfin moi je trouve ça hyper cool que du coup mon pote il fasse ça et puis il essaie d'en parler beaucoup pour aussi en parler aux autres hommes, mais il y a aussi toute cette idée derrière ça que oh mon Dieu tu remontes tes couilles du coup t'es plus un homme parce que t'as plus des couilles qui pendent. Enfin bon, il y a plein de choses aussi associées à ça qui sont super masculinistes et mais du coup c'est cool que lui il fasse ça et en fait enfin c'est fou parce que les femmes elles ont déjà les règles en fait, genre déjà rien que ça c'est un truc déjà tellement autre que les hommes vivent pas, où en fait une fois par mois, enfin tes ovaires ils ont, enfin on a tellement mal quoi. Ça dépend des femmes, mais je veux dire il y a des femmes qui tous les mois vomissent à cause de leurs règles et puis encore, c'est encore hyper normalisé que justement le même moi, comme je disais, ma misogynie internalisée, c'est que les femmes elles se plaignent pour rien entre guillemets. Donc du coup les femmes enfin les filles aussi au sport qui disent je peux pas aller au sport, j'ai mes règles, je peux pas venir à l'école, mais tout le monde s'en fout en fait, tout le monde trouve ça super drôle, genre mais tu t'exagères, enfin c'est pas une excuse d'avoir ces règles quoi. Et du coup ben la contraception c'est encore une autre chose. Et du coup, c'est super de se dire enfin, qu'en fait, ça existe, que ce soit pour les hommes. Mais justement, si l'homme veut pas faire tout ce processus-là, bah, comme j'ai dit, il y a aussi le préservatif. Mais voilà, surtout arrêter de normaliser ce que ça peut faire aux femmes de prendre la contraception, parce que voilà, moi, ça a été compliqué quand même. Et comme j'ai dit, la dernière expérience que j'ai eue était assez traumatisante. Et du coup, clairement, plus jamais enfin, je vais jamais mettre un truc dans mon corps et prendre quelque chose qui va changer mes hormones. Enfin, pour moi, tout ça, enfin, c'est fini, quoi. Une première question comme ça. Bernard, qu'aurais-tu envie de dire aux petites filles qui vont découvrir ça, donc qui vont ben voilà, arriver au moment où elles vont avoir leurs premières règles. Et donc, derrière ça, eh bien, il faut parler également, j'imagine, de contraception, puisque ben, les premières règles, elles, comment dire, elles sanctionnent le fait que l'on devienne potentiellement une parturiente, quoi. Déjà, je trouverais cool de parler d'orientation aussi sexuelle avant de parler de contraception, parce que de nouveau, c'est vachement un truc qui est imposé aux filles et dont on parle beaucoup aux filles, c'est faut se protéger, faut se protéger. Mais en fait, déjà, pas toutes les filles vont relationner avec des hommes. Et si elles relationnent pas avec des hommes, ben, il n'y a pas besoin de contraception. Mhm. Après, effectivement, il y a quand même les maladies sexuellement transmissibles qui sont importantes à discuter et tout ça. Mais sinon, si on parle à des personnes qui vont relationner avec des hommes, parce que du coup, moi, ça m'a non plus jamais été dit. Et puis maintenant, je me rends compte que c'est une solution, entre guillemets, assez simple. Enfin, je suis juste là, ben, il y a ça aussi, en fait. Il y a juste le fait que j'ai qu'à pas être avec des mecs et j'ai aucun, du coup, problème enfin, avec ça, parce que du coup, ça n'est même plus quelque chose qui fait partie de ma charge mentale ou de quelque chose auquel je dois penser. Mais sinon, pour les filles qui veulent se lancer dans des relations sexuelles, enfin, qui sont jeunes et qui vont se lancer dans des relations sexuelles avec des hommes, bah, c'est ça, en fait, c'est vraiment que c'est conséquent.
C'est quelque chose qui affecte le corps à l'intérieur. Et suivant justement la contraception, bah ça peut avoir des effets plus ou moins graves. Mais surtout qu'en fait, bah je pense que ça dépend des femmes, quoi. Il y a des femmes probablement pour qui le stérilet c'était la meilleure solution et ça les a pas du tout autant affectées que moi. Tout comme il y a des femmes pour qui la pilule ça va et d'autres pour qui c'est vraiment horrible. Mais vraiment juste se rendre compte que c'est un changement, enfin que c'est vraiment quelque chose, enfin c'est comme un médicament en fait. Et le truc c'est que c'est pas vraiment présenté comme ça. Et puis du coup moi aussi je suis pas trop fan de prendre des médicaments, donc j'essaie de prendre le moins d'afalgan possible, le moins de médicaments possible qui est entre guillemets pas naturel, mais enfin du coup c'est ça en fait, c'est juste vraiment accentuer le fait que c'est quelque chose qui va changer Mhm. les hormones et que le préservatif il reste une option. Mais après ce qui est aussi compliqué avec le préservatif c'est qu'il y a il y a vraiment une idéalisation du sexe sans préservatif. Et je pense que ça, c'est du coup un autre truc qu'il faudrait aussi, faudrait en parler dans l'éducation sexuelle et dire justement qu'il y a cette idéalisation qui est complètement absurde et qu'en fait il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas qui ne veulent pas faire de la pénétration avec un préservatif parce que j'arrive pas à bander c'est un préservatif, c'est pas la même sensation, vraiment c'est de la merde. Enfin ça moi j'ai déjà aussi rencontré des hommes comme ça et j'ai déjà vécu ça et c'est vraiment horrible du coup parce que c'est une pression supplémentaire. Donc pour être la bonne meuf qui est vraiment le meilleur coup de l'année, il faut aussi réussir à être sans préservatif quoi parce que ce sera toujours mieux. Et le coup de genre les hommes qui bandent pas parce qu'il y a un préservatif, c'est clairement un truc que les hommes doivent gérer tout seuls quoi. Enfin je veux dire c'est un blocage mental que l'homme doit régler tout seul avant d'avoir des relations sexuelles avec des femmes quoi. Et ça a rien à voir avec les femmes et c'est pas de s'occuper de ce problème-là vu que c'est un problème que le mec il a. Et ouais, il y a vraiment cette idée qu'on n'est pas réellement proche s'il y a le préservatif. Et en fait, je me demande à quel point c'est mental ou pas. Parce que quand j'y pense, moi, dans mes relations sexuelles aussi, j'ai eu l'impression que c'était tellement mieux sans préservatif, etc. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi justement une dimension mentale à ça. Enfin, comme un peu un effet, entre guillemets, placebo. Enfin, dans le sens que je pense, Mhm. si on idéalise et qu'on pense que ça va être tellement génial sans, ben après, évidemment aussi, on est là, mais oui, en fait, c'est ça, c'est trop génial sans. Et du coup, là, ma contraception, elle sert trop à quelque chose et c'est genre trop stylé. Mais je sais pas, enfin, je me dis qu'on pourrait, arrêter d'idéaliser ça à ce point et surtout se dire que c'est quoi qui est le plus important. Puis, ça fait aussi un peu partie de toute la dimension hyper passionnelle qu'il y a des fois dans la représentation du sexe où en fait on est tellement dans le truc que enfin parce que de nouveau c'est un peu l'idée qu'on communique pas quand on fait du sexe avec quelqu'un parce que communiquer c'est pas sexy et ce qui est sexy c'est d'être dans le moment hyper bestial et intense et du coup c'est aussi un peu relié à ça le truc de genre on met pas de préservatif parce qu'en fait on n'est pas enfin sinon on perd le moment parce que on est en train de vivre ce moment qui est hyper intense et du coup ça met une sorte de pause dans le moment et ça gâche tout de mettre le préservatif et tout et c'est des discours que moi j'avais aussi avant mais maintenant que je relationne d'une façon très différente et qui est du coup pas et plus en tout cas hétéronormée et où je trouve que la communication du coup elle est extrêmement importante et ben je trouve ça aussi assez absurde de que ça ce soit une raison quoi et moi ça les fois où j'ai fait des erreurs et que j'étais dans des positions justement où j'ai flippé par rapport à ça et tout, ben c'était justement ça, c'était qu'en fait j'étais trop prise dans le moment et que du coup on n'y a pas pensé entre guillemets, mais en fait c'est tellement important d'y penser et vraiment je minimisais beaucoup ça parce qu'il y avait des personnes autour de moi qui me disaient mais c'était hyper important, nanana, et puis moi j'étais là mais tu me saoules, on s'en fout, et puis en fait, on s'en fout jusqu'à ce que des potes à toi très proches, en fait, voilà, enfin, sont enceintes et doivent avorter. Et après, c'est plus du tout marrant et c'est plus du tout chill. Et en fait, ça peut arriver à tout le monde. C'est de nouveau le truc où tu t'en rends compte quand ça arrive aux gens proches de toi, mais quand c'est pas proche de toi, tu te dis ça va jamais arriver. Mais si, je connais plusieurs femmes qui ont dû avorter. Et c'était hyper conséquent. Et en fait, ça aussi, on n'y pense jamais à la charge mentale que la femme, elle a, même enfin, juste après un rapport avec un homme en général, en fait. Parce qu'il y a aussi des cas et des trucs qui arrivent où il y a le préservatif. Et en fait, c'est à cause je sais pas, du sperme sur un doigt ou des trucs comme ça. Genre, moi, j'ai entendu des histoires où il y a des personnes qui, justement, ont eu des grossesses non désirées alors qu'il y avait quand même un préservatif. Après, c'est beaucoup plus rare, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, ouais, il y a toute une charge mentale
qui va avec le rapport sexuel avec un homme enfin par rapport à ça, que l'homme en fait il passe à autre chose quoi. Enfin vraiment le nombre de fois où moi le lendemain j'étais en train de réfléchir à ça, et je me disais ok est-ce que on a tout fait bien, est-ce que là c'était protégé, est-ce que ci et ça. Et en fait, ça appartient qu'à moi. Le mec, il en a rien à foutre. Ouais. Parce que de nouveau, là 6 mois, finalement, je suis enceinte et que je dois faire quelque chose par rapport à ça, c'est tout sur moi, quoi. Personne va aller vers ce mec et lui faire justement de la propagande, genre tu peux pas avorter, etc., vers lui, quoi. Ce sera toujours vers moi. Et ce sera toujours à nous de devoir gérer la situation parce que aussi il y a toute cette attente des femmes d'être une bonne mère et de faire les bons choix et je sais pas, les instincts maternels et tout ça et que c'est la nature qui veut qu'on soit des mères et tout ça et du coup le mec il peut juste se barrer et puis voilà quoi, enfin tranquille. Est-ce que toi, tu recommandes justement à ces petites filles qui vont découvrir à un moment donné, qui vont se trouver avec, eh bien, voilà, des premières règles, de se faire accompagner? Ça, c'est le premier volet de la question. Et est-ce que selon toi, cet accompagnement est-il suffisamment accessible et suffisamment présent, que ce soit, je sais pas, à l'école ou alors effectivement au HUG, il y a le planning familial, mais de nouveau là, ça, c'est les HUG, donc il y a on médicalise quand même le truc d'une certaine manière. Mhm, Là aussi, c'est quelque chose qui est peut-être, disons, déjà un petit peu biaisé, puisqu'il est au sein d'un hôpital. Peut-être qu'il faudrait le mhm. faire à l'extérieur de l'hôpital. Enfin voilà. Comment est-ce que toi, tu sens ça et tu sentirais de l'expliquer et de conseiller une jeune fille qui découvre ces règles? Alors déjà je pense que logiquement de parler à une petite fille avant que ça lui arrive de ça c'est important parce que je sais pas si c'est ma mère ou je sais plus quelle femme m'avait raconté ça, mais il y a des femmes qui sont littéralement pas du tout prévenues, enfin des filles, et après elles découvrent en saignant aux toilettes. Et enfin, on peut imaginer que l'angoisse que c'est, parce qu'on associe à la base de saigner quand même à la blessure, et du coup ça peut être hyper choquant de voir ça sans du tout savoir ce qui se passe. Donc déjà forcément de parler de ça avant et d'en parler d'une façon logiquement qui n'est pas c'est sale, c'est dégueu, parce qu'il y a beaucoup aussi enfin, de stigma par rapport aux règles, que c'est vraiment dégoûtant, même tout le concept enfin, d'avoir une petite trousse discrète et de dire j'ai besoin de me repoudrer le nez et de pas pouvoir juste dire j'ai mes règles et que ce soit un peu un sujet tabou. Enfin, en plus, il y a une pote à moi l'autre jour qui m'a dit encore que elle a juste dit oui, je me sens comme ci, comme ça, machin, j'ai mes règles. Et il y a un gars qui a dit ah, j'ai pas besoin de savoir ça. Genre, genre ça, c'est vraiment des affaires privées, ça me dégoûte quoi. Et c'est fou parce que c'est vraiment juste la vie d'une femme en fait, et de toutes les femmes. Enfin, pas toutes, mais de beaucoup de femmes en tout cas. Et du coup, je veux dire, aberrant que ce soit pas juste quelque chose qu'on puisse discuter comme ça. Mais en fait, je pense que les médias aussi jouent un immense rôle. Et aussi par rapport à justement même l'inquiétude par rapport à la contraception, le fait que dans les médias, il y a tout le temps des scènes de sexe qui sont jamais suivies d'une scène où la femme a une réflexion par rapport à ça ou a une inquiétude. Ça aussi invisibilise complètement cette charge mentale parce que enfin, j'avais écrit un papier là-dessus sur le sexe dans le cinéma et en fait c'est ça aussi parce que si c'était représenté dans les médias et ben ce serait un peu logique, tout le monde saurait ah oui en fait c'est quelque chose qui a des conséquences, le sexe c'est quelque chose qui a des conséquences. Le sexe avec un homme et du coup bah ça aussi, ça pourrait être représenté dans les médias. Mais oui, bien sûr que je pense que il faut être accompagné. Mais comme tu dis, je pense que c'est compliqué parce que quand c'est les HUG, il y a aussi toute une dimension en fait imposante. Donc dès que c'est une institution, même une association, ça peut faire peur aux gens d'y aller. Une fois, j'ai dû accompagner une amie à moi au planning familial et c'était, enfin, je pense que si je lui avais pas dit d'y aller, je l'aurais pas accompagnée, j'avais pas, enfin, je pense pas qu'elle y serait allée forcément parce que il suffit d'être un peu mal à l'aise avec justement les médecins ou avoir vécu des violences dans le milieu de la médecine ou gynécologique ou quoi que ce soit et de juste pas du tout vouloir y aller et pas faire confiance. Donc en fait, je pense que l'endroit où ça peut vraiment être fait bien, c'est dans le cercle familial. S'il y a une bonne relation, parce qu'après de nouveau je dis ça, mais si c'est quelqu'un qui est en rupture avec sa famille, c'est effectivement compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'idéalement, la famille, c'est quand même une source d'éducation primaire. Et du coup, ben, ce serait vraiment incroyable si les parents étaient capables d'accompagner leur fille à travers
à travers ça, en fait, et de justement normaliser les règles. Moi, j'ai eu de la chance par rapport à ça, donc mes parents m'avaient dit ce que c'était. Ils m'ont accompagnée par rapport à ça, mais bon, après, c'était pas non plus quelque chose qu'on discutait tant que ça. Enfin, ça existait, on en discutait. Mais je me rappelle que ma mère me disait beaucoup, faut que tu ailles voir la gynéco, justement. Comme si c'est un truc que tu dois te faire checker un peu tout le temps. Et ça aussi, je sais pas à quel point c'est pertinent, parce qu'en fait, aller voir une gynéco, maintenant, moi, je le perçois comme si, si j'ai un problème ou s'il y a quelque chose d'anormal, je vais voir une gynéco. Mais sinon, je vois pas l'intérêt d'aller voir une gynéco un peu tout le temps, genre, pour être sûr. Mais après, c'est quand même effectivement important d'aller, je pense, au début. Enfin, c'est aussi une personne à qui peut répondre aux questions. Donc, ma mère, elle me disait ça aussi. Elle me disait, mais tu peux aller chez une gynéco, poser des questions. Après, je me sentais pas vraiment à l'aise de poser des questions à une personne que je connaissais pas. Donc, du coup, peut-être si ma mère, elle m'avait automatiquement parlé de toutes ces choses-là, ça aurait été, ou mon père, en fait, parce que de nouveau, je dis ma mère, mais de Mhm. nouveau, c'est ma mère qui prend la charge mentale par rapport à ça, mais ça pourrait totalement être mon père aussi qui en parle, hein. Et c'est vrai que c'est bien pour poser des questions et qu'il y a pas mal enfin, parce que j'ai aussi vécu au Royaume-Uni et là-bas, ben, il y a un peu le truc inverse où les gens ne vont jamais. Genre, même les personnes qui sont sexuellement actives vont jamais, sont juste jamais allées voir une gynéco. Et en fait, ça aussi, j'ai trouvé ça, moi, un peu flippant, parce que du coup, il y avait des personnes qui clairement avaient eu des rapports pas toujours protégés. Et puis, comme on sait, en fait, même à travers le sexe oral, c'est transmissible les maladies sexuelles. Et du coup, c'est quand même assez important enfin, puis de nouveau, c'est un peu un truc, ça existe pas, quoi, la représentation. Enfin, je veux dire, de faire du sexe oral avec une protection, c'est quelque chose enfin, on en parle quand on parle des maladies sexuellement transmissibles, mais je veux dire, je pense que c'est une immense minorité qui le pratique avec une protection. Du coup, c'est quand même important d'aller se faire checker enfin, sur ça. Et en fait, là-bas, vraiment, enfin, tout le monde s'en foutait un peu. Et puis, je pense que ça peut être bien par rapport à d'autres phénomènes, parce qu'en fait, il y a aussi, enfin, d'autres choses qui peuvent être diagnostiquées, comme le vaginisme, qui en fait est une contraction du vagin qui ne permet rien de passer dans le vagin. Et de nouveau, ça, c'est quelque chose qu'une gynéco peut tout de suite diagnostiquer et voir, en fait, alors que ça arrive qu'il y ait des femmes et des filles qui ont ça pendant très longtemps et qui s'en rendent pas compte parce que vu qu'elles ont leur propre, enfin de nouveau vu que on parle pas trop de ça non plus en général, et ben elles ont que leur propre corps pour se rendre, enfin voilà, comme référence, et du coup elles s'en rendent pas forcément compte et elles peuvent vivre des années avec ça, ce qui est pas forcément non plus grave, hein, parce que enfin voilà, ça peut aussi ne pas être handicapant pour quelqu'un et ça peut être quelque chose que quelqu'un a et tout va bien. Mais enfin, c'est quand même une bonne chose à juste savoir en fait, même si c'est juste pour savoir qu'on a ça. Voilà, ça arrive qu'il y ait il y a des femmes qui aient ça longtemps sans savoir et qui peuvent pas mettre de tampon et qui savent pas pourquoi et tout. Et donc du coup, devant une gynéco, ça peut être pratique pour ça aussi. Et aussi en vrai, même par rapport justement à ce qu'on utilise pour gérer les règles, ça aussi c'est quelque chose qui est peu discuté. Il y a quand même plusieurs méthodes, surtout maintenant. En tout cas, il y en a plein. Il n'y a pas que les tampons et les bandes hygiéniques. Il y a aussi la COP, il y a les bandes hygiéniques réutilisables qui sont du coup plus écolo. Il y a aussi des culottes de règles et des trucs hyper cool qui sont beaucoup moins mauvais pour l'environnement parce qu'évidemment les tampons et les bandes hygiéniques de les jeter. Et surtout, il y a des produits un peu, on sait pas trop, hein, parce que du Mhm. coup tous les trucs parfumés, etc. Je sais pas à quel point c'est non plus bien pour la flore vaginale et puis pour la vulve en général et aussi enfin on sait que les tampons mais du coup aussi la COP c'est possible d'avoir un choc toxique causé par ça et de mourir en fait et c'est quelque chose qui enfin dont les gens parlent très peu et il y a des femmes qui meurent à cause de ça et qui étaient pas du tout au courant et quand moi j'avais vu un documentaire là-dessus j'étais hyper choquée et j'étais là waouh on peut mourir parce qu'on a mis un tampon. C'est tout des choses qui devraient être discutées et puis comme j'ai dit idéalement dans la famille ou peut-être à l'école dans l'éducation sexuelle aussi enfin voilà. Ouais, voilà, l'école, alors pour toi, elle pourrait endosser ce type de rôle-là. Quand on dit école, on peut également parler de tiers-lieux, pourquoi pas. Tu sais, les lieux qui sont justement ni la maison, mais ni l'école, mais ailleurs, voilà, je pense à des ludothèques ou à d'autres lieux où pourquoi pas, eh bien, Oui, il pourrait y avoir, voilà, faudrait qu'on se questionne pour de vrai, en fait. ouais, grave. Si tu as encore 5 minutes, j'aurais encore une Oui, oui. question. Alors, j'aimerais qu'on vienne quelques instants sur cette notion de charge mentale qui, à mon avis, est extrêmement importante et en même temps extrêmement ignorée. Comme tu l'as Mhm. dit, bah voilà, les garçons souvent, très majoritairement, les partenaires, en fait, ils s'en inquiètent pas du tout, quoi. Alors, j'aurais voulu savoir, toi, dans ton expérience, eh bien, comment est-ce que tu as affronté le regard d'autrui? Je pense aux différents regards, que ce soit celui de la pharmacienne ou du pharmacien, quand effectivement tu te rends
pour une pilule du lendemain, une pilule d'urgence, mais également là où le gynéco, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que est-ce que tu as été confronté à des attitudes, disons, déplacées, pas adéquates, ou une forme de jugement, que ce soit le gynéco, la gynéco ou le gynéco, ainsi que la famille. Alors tu l'as déjà dit en ébauche, mais si tu voulais le préciser, est-ce que si j'ai bien compris, toi tu sens que c'est plus au sein de la famille effectivement qu'on peut régler ces problèmes-là, ou en tout cas en discuter, et puis également vis-à-vis du partenaire. Si le partenaire de plus en plus, parce que en fait on a là lors de ton témoignage, on a bien senti qu'il y avait autant un ressentiment bien légitime avec des partenaires totalement dans le déni, puis dans le je m'en foutisme complet, et puis également tu as parlé de ton ami qui comprend, saisit l'importance de l'enjeu, et puis du coup il s'y met aussi, quoi, ce qui est juste bien normal, quoi. Tu voudrais un petit peu nous dire quel regard as-tu dû affronter? Ont-ils été jugeants? Ont-ils été bienveillants? Enfin, comment ça s'est passé? Je pense que j'ai un peu vécu plusieurs différentes choses. Enfin, comme j'ai dit, à la pharmacie, il y avait plutôt un truc un peu froid, donc justement très mécanique, de genre, voici un médicament que tu dois prendre. Donc, c'était pas forcément un jugement ou bien, mais c'était quand même, du coup, étrange parce que c'était comme un détachement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que beaucoup de personnes enfin, je crois même toutes les personnes qui travaillent dans la médecine ou même dans le social, malheureusement, doivent faire pour faire leur métier. En fait, c'est une forme de dissociation de leurs émotions. Et c'est bien triste vu que le but de ces métiers, c'est d'aider les gens. Mais en fait, c'est juste la société capitaliste, quoi, qui fait que c'est tellement intense pour ces personnes-là, elles doivent tellement travailler et tout qu'ils doivent un peu se dissocier de leur émotionnel. Du coup, ça, je l'avais vécu plutôt comme ça, donc pas forcément un jugement, mais juste pas vraiment d'empathie, et puis je dois passer à autre chose, donc prends ta pilule et puis voilà, paye. Mais c'est vrai que j'ai quand même ressenti pas mal, enfin, de ma famille et puis de juste d'autres gens, j'ai beaucoup ressenti cette immense inquiétude que en fait je dois faire attention en fait. Moi, c'est vraiment ça que j'ai compris depuis que enfin, depuis qu'on m'a parlé de contraception, c'est que je dois faire attention. Et vraiment, quand on m'a parlé d'inquiétude par rapport au fait que je risque de tomber enceinte, ça n'a jamais été une inquiétude reliée aux hommes avec qui j'étais. Ça n'a jamais été genre, mais est-ce que lui, il fait ça? C'était toujours, est-ce que toi, tu t'assures qu'il fait ça? Parce que de nouveau, en fait, le préservatif, techniquement, c'est à l'homme de le gérer, en fait. Genre, c'est à aucun moment, je devrais, moi, être là genre attends, mais est-ce que tu peux s'il te plaît mettre un préservatif, parce que c'est quelque chose que lui il va apporter sur son sexe à lui, et du coup en fait moi je trouve ça complètement logique que ce soit genre un automatisme en fait et que le mec le fasse, mais pourtant ça c'est très peu discuté. Les gens vont pas dire est-ce que enfin voilà, alors qu'en fait dans le dialogue ça devrait grave être est-ce que c'est un gars qui met un préservatif ou pas, et si pas, et ben c'est un mec, je veux dire non tant pis, tu vois, genre il n'existe pas. Mais pourtant c'est vraiment est-ce que toi tu t'es assuré que, est-ce que tu as fait attention que, parce que de nouveau et ben les femmes sont toujours en position d'observatrice des détails et d'être mère en fait, et de materner les hommes à travers n'importe quoi, et même justement la contraception et le sexe. Et du coup, ça me saoulait tellement, et en fait, ça me donnait envie d'aller dans le sens inverse, justement, parce que j'étais là, mais en fait, vous me saoulez tous avec, avec vos inquiétudes hyper centrées autour de moi, du fait que je dois vraiment faire hyper attention et que c'est vraiment tout à moi de gérer. Les fois où, du coup, il y a eu des réactions par rapport au fait que j'avais eu des soucis, c'était toujours, mais oh mon Dieu, vénère, comment t'as pu faire ça? Comment enfin c'était vraiment hyper culpabilisant, et voilà, pas forcément facile, parce que du coup voilà toute la charge elle était quand même encore et toujours sur moi, et vraiment on me demandait jamais mais c'est qui ce gars, et puis après en fait même dans les relations où j'ai été avec des personnes qui étaient très bienveillantes et qui pour le coup voyaient la contraception comme quelque chose d'assez conséquent et me disaient mais est-ce que t'es sûre, etc. Comme je dis, je pense que c'est difficile parce que même si on est avec une personne super bienveillante qui prend ça très au sérieux et qui minimise pas, nous on a été tellement éduqués à minimiser et aussi à supporter la douleur, vu qu'il y a les règles chaque mois par rapport aussi aux autres charges mentales qu'on a et au fait qu'on subit de discrimination tous les jours et tout, on est quand même coriace, et du coup il y a vraiment ce truc de toute seule se mettre dans cette position de dire ah mais non c'est rien, tu vois, de changer mes hormones, de prendre un truc tous les jours, c'est rien en fait, j'ai l'habitude de faire tellement mille trucs et de subir tellement de trucs que c'est juste une petite chose en plus. Du coup même quand j'étais avec des personnes qui pour le coup elles voyaient presque je dirais mieux que moi à quel point c'était conséquent et important, et que c'était une décision qui était enfin assez grande, moi j'allais répondre en disant
non, mais enfin voilà quoi, c'est chill. Donc comme je dis, il y a tout un aspect éducationnel autour. Et c'est vrai que, enfin, moi, dans ma famille non plus, la contraception, c'était un truc, c'était plutôt vu comme vraiment juste très positif parce que comme ça, tu te protèges et comme ça, t'es sûr que il y aura pas de problème. Et voilà. Mais effectivement, je trouve que ça devrait beaucoup plus être centré autour des hommes et de ce que eux ils peuvent faire en fait. Parce que comme j'ai dit, si on enlève les hommes de l'équation, bah en fait, il y a même pas besoin de contraception. Donc en Mhm. fait, c'est un truc de Ouais. mec. Dernière petite question, un ou une gynéco, comment est-ce qu'on s'y rend la première fois? Comment est-ce qu'on trouve la bonne personne et comment est-ce qu'on installe un rapport de confiance suffisant pour y aller le cœur léger d'une certaine manière? Moi, j'ai juste eu de la chance pour le coup. Je suis vraiment tombée chez une gynéco qui, je dirais, est quand même pas mal féministe et déconstruite. Mais je crois qu'il y a des listes qui existent, qui sont en fait les gynécos safe entre guillemets. Donc, il me semble que il y a des listes qui ont été faites par des justement militants, militantes. Mais effectivement, pour une fille qui est jeune et c'est les parents qui l'envoient chez la gynéco, ben en fait, enfin, c'est dur à dire quoi, parce que vu que justement, je sais pas si la fille le ferait elle-même de faire la recherche, mais ce serait bien du coup de le faire soi-même. En fait, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de jugement. Du moment que la gynécologue ou le gynécologue juge, et ben en fait, c'est forcément un rapport qui est pas vraiment OK parce que cette personne, elle est déjà dans une position entre guillemets dominante parce que c'est elle qu'on est en train de payer, c'est elle qu'on est en train de faire confiance, c'est elle qu'on est en train de faire confiance. Et en fait, moi, j'ai beaucoup d'amis qui se faisaient juger par leur gynéco de façon très inappropriée et qui se faisaient poser des questions qui étaient absolument pas nécessaires du tout. Donc peut-être faudrait s'informer là-dessus en fait. Qu'est-ce que c'est les questions nécessaires? Un peu, ça me fait un petit peu penser à se connaître ses droits face à la police. Mhm. Enfin, c'est pas la même, mais juste savoir qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui l'est pas, parce qu'en fait, quand une gynéco pose des questions en mode ah oui, mais il y a eu combien de rapports? Ah bon, ok. Ah, c'est pas mal quand même, c'est beaucoup. Enfin, ce genre de commentaires, ils sont absolument pas nécessaires. Du coup, ça doit rester purement professionnel, mais après, évidemment, la personne, si elle est sympa et qu'on peut un peu rigoler avec, c'est aussi beaucoup mieux parce que, comme j'ai dit, moi, le gynéco chez qui j'étais allée là par rapport à l'anneau, ben, de nouveau, c'était très, il y avait un immense détachement, c'était très justement médical et comme je dis, le truc, enfin, c'est que en fait, c'est compliqué parce que dans les deux sens, ça peut être gênant. Si le gynéco, il avait commencé à être hyper, spécifique par rapport à me faire, à essayer de remettre l'anneau vaginal au fond et qu'il avait, enfin, mais c'est juste un truc je pense, de poser la question aussi. C'est le consentement comme partout, en fait. Oui, c'est ça. Mais à aucun moment, il m'a demandé est-ce que je vous fais mal, est-ce que là, ça va, en fait. Il a juste fait son boulot. Et en fait, c'était clairement désagréable parce que j'avais justement, comme j'ai dit, l'impression d'être un peu genre une vache qui se faisait inséminer. Enfin, c'était juste hyper quand même entre guillemets violent. Enfin, j'ai pas eu à proprement parler mal, mais c'était quand même vachement brusque. Du coup, je pense que juste de demander en fait constamment comment la personne elle va. Mais ma sœur, par exemple, elle a aussi vécu des trucs, des commentaires juste un petit peu étranges où elle était chez un gynéco et je sais plus, il lui a dit il a fait un commentaire sur à quel point je crois que je sais pas sur quelle partie ses ovaires, son utérus, je sais plus, il a fait un commentaire sur son système reproducteur en mode ah il est magnifique, ce sera parfait pour avoir des enfants quoi. Et ça aussi c'est hyper déplacé donc ça part d'une bonne intention d'être là genre waouh mais en fait de nouveau de faire un sorte de commentaire de performance ou bien esthétique sur les parties génitales ou le fait de pouvoir bien se reproduire c'est aussi hyper gênant. Et puis voilà, comme j'ai dit, moi aussi, le fait de m'être fait prescrire la pilule avec un commentaire qui était en mode je vous donne celle-ci à cause de votre acné. Et c'était pas vraiment une question. Et puis même juste de aborder ça. Enfin, si peut-être que enfin moi ça allait, mais peut-être que quelqu'un d'autre a un méga complexe par rapport à leur acné et puis ça peut les terrasser pendant plusieurs jours d'avoir un gynéco qui dit, enfin qui dit en fait dans la face de quelqu'un, ah mais en fait vous avez de l'acné, je le vois très bien et je vous donne une pilule pour ça et puis en fait c'est enfin en vrai l'acné que ce soit autant un complexe aussi c'est quelque chose qui est à déconstruire parce qu'en fait au fond c'est pas quelque chose qui enfin voilà c'est Ouais, construit quoi le fait ouais, que ce soit tout autant à fait. mal vu Mhm. et le fait qu'on donne ça à des jeunes filles enfin je veux dire c'est fou de donner la pilule à une jeune fille pour pas qu'elle ait d'acné en mode la peau lisse d'une jeune fille est tellement importante qu'on va changer son intérieur pour que son extérieur soit beau en fait. Et d'ailleurs j'ai une amie aussi qui m'avait dit que quand elle a pris la pilule elle m'a dit en fait c'est trop intéressant parce que j'ai l'impression que ça me rendait plus femme dans le sens qui était attendu de moi. Donc elle disait bah quand je prenais la pilule j'avais les seins un peu plus gros, j'avais plus de boutons et j'avais genre moins de poils. Et quand elle a arrêté de prendre la pilule elle avait du coup plus de poils, moins de seins
Et en fait, elle disait, c'est comme si, voilà, c'est comme si en prenant la pilule, je devenais un peu le standard de beauté. Enfin, en tout cas, je me rapprochais plus de ça et quand je la prenais pas, moins. Alors, je pense qu'on peut, Vénère, à moins que tu souhaites ajouter quelque chose, j'aurais encore une toute petite remarque pour en terminer, qui est la suivante. J'aimerais rappeler quelques sites internet. Alors, on a parlé du planning familial, donc au HUG. Donc, le site, c'est www.hug.ch/santé sexuelle et planning familial. On mettra donc au libellé le lien. F Information et la bibliothèque Filigrane à la Servette, www.f-information.org. Viol Secours également qui fait un travail énorme. Viol-secours.ch. Cette notion de consentement libre et éclairé, quoi qu'il en soit, qui est extrêmement centrale actuellement, à l'aune notamment de ce qui s'est passé avec la cour d'appel de Bâle, où une personne qui s'est rendue coupable d'agression sexuelle a vu son jugement révisé et allégé. Voudrais-tu, pour en terminer, nous dire quelques mots de l'importance de cette notion de consentement libre et éclairé en tout temps et en tout lieu et en toute occasion? C'est, je pense, la base, en fait. C'est juste la communication de base et c'est juste le respect de n'importe quelle personne, de s'assurer que la personne, elle est à l'aise avec ce qu'on fait et puis se rendre compte que pas tout le monde a la même capacité de s'exprimer et que de nature, les femmes ont été éduquées à avoir moins confiance en elles que les hommes et à se sentir moins légitimes à dire les choses et à juste moins s'exprimer librement et du coup c'est encore plus important de vraiment demander. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui disent ah mais elle a qu'à dire non si elle veut pas et moi c'est comme ça qu'on m'a un peu éduquée quoi. Enfin mes parents me le rappellent et ils me disent mais on t'a toujours éduqué en te disant qu'il fallait que tu dises non mais en fait il y a tellement plus que ça et d'être dans une situation où on a l'impression que si on dit non on va heurter l'homme et que en fait il nous aimera moins. Enfin je sais pas comment expliquer mais il y a tellement d'une dimension associée au patriarcat qui est tellement profonde et du coup, c'est extrêmement important de. Enfin, et puis en plus, je connais aussi plein de femmes, et ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi nous travailler dessus pour sûr, mais plein de femmes, y compris moi, où j'ai déjà dit oui, et alors qu'en fait, je voulais pas, quoi. Donc en fait, c'est à ce point-là, c'est à ce point-là que on est peut-être déjà aussi beaucoup, enfin, beaucoup de femmes aussi se reconnaissent là-dedans, d'être déconnectées à son corps et à son ressenti, et de pas forcément réussir à se rendre compte, d'être mal à l'aise, et de pas vouloir, et vraiment une sorte de déconnexion et du coup enfin si en plus on se rend compte qu'il y a des femmes du coup qui disent oui et en fait finalement elles veulent pas et ben ça montre à quel point c'est hyper important de demander tout le temps comme tu viens de le dire dans tout type de situation et tout genre de métier en fait et ça me fait penser à un truc joli qui m'était arrivé où j'avais un cours de sport avec une femme et en fait elle m'étirait donc c'était elle qui m'étirait donc elle utilisait son corps pour étirer le mien du coup elle avait une forme de entre guillemets pouvoir sur mon corps et elle me demandait en fait vraiment tout le long et je me rappelle que ça m'avait vraiment frappée et que j'étais là purée en fait c'est tellement un bon exemple du consentement parce qu'elle me demandait là enfin tout le temps elle était là est-ce que là ça va et même avant de me toucher genre la jambe elle était là est-ce que ça va si je prends ta jambe et que donc elle me disait un peu avant et ensuite elle le faisait et tout. Et puis bah, d'ailleurs les médecins, les bons médecins prennent le temps de faire ça. Il y en a plein qui le font. Mais voilà, du coup, juste que c'est extrêmement important dans toutes les situations. Et comme je dis, dans le sexe spécifiquement, en plus hétéro, c'est encore plus important. Ouais. Merci beaucoup, Vénère, pour ton témoignage. Et Merci à toi. et on se redit à bientôt pour la suite des opérations. Oui, merci, ça m'a fait plaisir.